Donc rebonjour à tous, on est très content de vous accueillir pour ce petit déjeuner, ce breakfast cette année. On n'a pas fait depuis le début de l'année, mais donc pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière, on avait eu 8, donc de avril à octobre, à novembre, fin novembre aussi. Juste pour savoir, parce qu'il y a des visages que je reconnais, mais qui a déjà participé dans le breakfast l'année dernière? Donc il y a quand même pas mal de nouveaux. Hein. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger autour d'un sujet. Donc là, aujourd'hui, c'est le sujet de transport. Et de pouvoir présenter ce qu'on a fait comme action d'économie d'énergie dans quelques entreprises et d'avoir des discussions autour de cela, un retour d'expérience. Ici, de voir comment vous, autre entreprise, qui serait intéressée pour entrer dans une telle démarche. Le service, je l'ai dit, est à votre disposition tout au long de la session. Et vous le verrez, moi-même, j'irai me servir pour essayer de vous donner l'exemple. Et donc, on aura une session un peu interactive comme ça avec à la fois les entreprises qui ont participé, les consultants qui ont aidé à identifier des pistes d'économie d'énergie. Et pour vous donner un petit exemple de du résultat qu'on a aujourd'hui, l'année dernière, on avait vu au mois de juin un breakfast sur le management de l'énergie. Et ce jour-là, pour ceux qui étaient là, hein, c'est au mois de juin, on avait Monsieur Daniel Raymond qui était là, du MPI, le ministère de l'Infrastructure, et qui était posé une question en fait sur le management de l'énergie. Nous, on était très orientés entreprise, et puis il nous a posé une question sur transport, comment on pourrait essayer d'entraîner une dynamique aussi dans les économies d'énergie, secteur transport. Donc l'idée est partie de là, un breakfast au mois de juin. On a essayé de construire avec nos partenaires internationaux pour savoir comment on pourrait financer cela, et on a lancé un appel à candidature vers les entreprises mauriciennes pour entrer dans ce projet au mois de janvier. Pour vous donner un exemple de ce qui se passe ici peut entraîner quelque chose possiblement dans les mois à venir. Je vous propose de voir pendant 5 minutes, très rapidement, le retour d'expérience qu'on a sur le projet transport. Et puis après, on reprend les discussions. Le programme national d'efficacité énergétique PN2E est en marche. Son objectif est d'accompagner les entreprises mauriciennes vers l'efficacité énergétique par la création d'un écosystème. À moyen terme, un potentiel d'économie de 1,2 milliard de roupies annuellement sera atteint, soit une réduction de 40 MW pour le réseau électrique national. Enfin, c'est toute l'île Maurice qui bénéficiera du PN2E avec un impact positif sur l'environnement. Après avoir réalisé des projets dans les secteurs industriels et tertiaires, le PN2E a lancé un projet spécifique pour le secteur des transports de biens et de personnes qui représente 36% de la consommation finale d'énergie à Maurice. 9 entreprises ont répondu favorablement à ce projet. La facture cumulée en énergie est très élevée. L'enjeu est donc important pour ces entreprises. Notre besoin d'énergie, principalement lié au carburant, qui représente notre principale activité. Nous consommons 1,3 million de litres de carburant par an et cela représente environ 35% de nos dépenses. Le but est double, non seulement de réduire le coût du carburant pour être plus profitable et aussi de pouvoir réduire notre empreinte carbone, chose à laquelle nos clients sont très sensibles. Chez Alchemix, nous avons une flotte de véhicules qui tournent dans les environs de 70. On parle de sales, on parle aussi de logistique, on parle de transport des produits finis à différents points de vente autour de l'île. Le besoin en carburant tourne environ 6 millions de roupies par année, qui représente 1,2% de nos chiffres d'affaires. On a une flotte de 82 véhicules. On utilise aujourd'hui dans les environs de 100 000 litres de carburant mensuellement. Et aujourd'hui, dans notre coût d'opération, les carburants représentent en moyenne 65% du coût global. Business Mauritius a recruté un bureau d'études ayant déjà réalisé des diagnostics énergétiques dans le secteur du transport. Les 9 entreprises bénéficient alors d'une subvention de 60% grâce au programme Switch Africa Green. Dans le cadre du PN2E Transport, la société Isodome a été mandatée par Business Mauritius pour la réalisation d'un diagnostic énergétique transport. Nous avons 6 grands domaines de compétences qui va de l'aspect normatif et réglementaire, l'aspect développement durable, le pilotage et la conduite au changement, l'ingénierie informatique, les infrastructures et réseaux. Les auditeurs commencent par une phase d'investigation pour collecter le maximum de données et suivre la consommation énergétique. L'analyse des relevés ainsi que les discussions avec le personnel permettent de construire le rapport d'audit. Donc à travers leur consommation de carburant, nous avons identifié des facteurs d'émission
pour chaque type de carburant, c'est-à-dire pour le diesel et pour l'essence. On a approximativement 11 groupes de types de véhicules. Et le point à retenir, c'est bien sûr que pas tous les types de véhicules qui sont adaptés dans toutes nos routes qu'on opère aujourd'hui. Donc on a dû aller fouiller dans les archives depuis quelques années pour pouvoir faire des tendances aux véhicules par rapport aux consommations, prendre en considération les réparations, tout ça. Les auditeurs ont procédé de manière très méthodique. Ils nous ont demandé énormément d'informations et ils ont analysé toutes ces informations et ensuite sont revenus vers nous avec un rapport et des solutions proposées. La restitution du rapport est accompagnée par une phase de formation collective. Les restitutions individuelles ont aidé les entreprises à utiliser le rapport comme un outil pédagogique afin de préparer un plan d'action. La principale chose que nous avons apprise durant cette formation collective, c'est que si nous ne réduisons pas notre empreinte carbone, l'impact sera catastrophique sur les générations futures. Et donc l'idée ici est de travailler sur le plan d'action que l'entreprise pourra mettre en œuvre. Les différentes solutions sont proposées aux entreprises autour d'une méthodologie en 4 axes. C'est les 4 axes, donc on parle principalement de la planification, la gestion de la flotte, des carburants et aussi le personnel. Le formateur nous propose différentes solutions adaptées à notre entreprise. Et nous choisissons ensemble les solutions qui ont le plus d'impact. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles, d'aller vers des carburants plus verts, des possibilités d'optimiser l'utilisation du carburant à travers certains produits. On a vu qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut mettre en place pour améliorer les procédures, améliorer la façon de faire. Et d'ici 2 à 3 mois, on a fait acquisition de 2 bus électriques. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut éventuellement faire qui nous rapporteraient des effets immédiats. C'est de conscientiser nos chauffeurs. La manière de conduite du chauffeur peut déterminer à elle seule une économie significative de réduction du carburant. Suite au PN2E Transport, les bénéfices directs de ce programme sont clairement identifiés et se traduiront rapidement en économies sur les factures énergétiques des participants. On pense que sur moyen terme, on pense à une économie de 5 à 10% qui serait très réalisable et souhaitable. Parmi, il y a une vingtaine d'actions qui ont été mises en place, mais maintenant, le gros travail est de pouvoir quantifier. Même si nous réussissons à économiser 5%, l'objectif sera pleinement atteint. Après ce projet pilote, d'autres perspectives s'ouvrent maintenant pour Business Mauritius qui compte bien engager d'autres entreprises dans la démarche, mais aussi travailler en concertation avec le secteur public autour du cadre réglementaire et régulateur de la mobilité électrique et alternative. Merci pour votre attention pour cette première vidéo. Donc vous avez l'habitude, on l'a montée il y a à peine quelques jours, donc il y a que quelques modifs à faire, mais ça résume bien le procédé qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et comme c'était démontré dans la vidéo, on a vraiment travaillé sur une méthodologie. Parce que le premier réflexe qu'on a eu en se disant avec Monsieur Raymond, MPI, etc., les réflexions qu'on avait au Business Mauritius, c'est se dire on va former les chauffeurs. Et à ce moment-là, on s'est dit, ok, c'est quelque chose de peut-être simple à faire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus précis autrement que juste former les chauffeurs dans les économies d'énergie? Et c'est pour ça qu'on a commencé à consulter quelques compagnies, donc Isodome, on a demandé des informations aussi à SGS, AFNOR, de voir qu'est-ce qu'ils avaient pu avoir comme méthodologie. La méthodologie qui nous a paru la plus intéressante, c'est celle que nous a proposée Isodome, développée à la fois déjà à l'île de la Réunion sur des flottes de véhicules de logistique et de transport de personnes. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas essayer ce projet pilote avec les équipes d'Isodome. Donc je vais inviter très rapidement Yannick Bérézé qui a fait le déplacement ce matin ou hier, je ne sais plus, mais depuis la Réunion, pour nous parler d'Isodome en 30 secondes, 50 centièmes, pour pouvoir après passer la parole à Rachel qui nous donnera plus d'informations sur la suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, Rachel a déjà tout dit dans le film, donc je vais juste compléter. Donc Isodome, société réunionnaise depuis 2005, présent à Maurice aussi depuis 6 ans maintenant, depuis 2012.
On accompagne nos clients sur des sujets de transformation qui sont très alignés sur des sujets d'actualité. Donc le premier sujet, c'est tout ce qui va toucher à la transformation digitale, autour du déploiement de solutions innovantes, la mise en œuvre aussi de projets d'infrastructure, système, et puis tout ce qui va toucher de près à la data, et donc toute une expertise autour des systèmes d'information décisionnelle, business intelligence. Et puis le deuxième métier, ça va toucher plutôt à ce qui va nous intéresser ce matin finalement, donc la transition verte ou green tech, donc avec 3 domaines d'expertise en matière de maîtrise de l'énergie, de valorisation des déchets et puis d'impact carbone. Voilà, l'impact carbone que peut avoir une activité sur son environnement proche. Et donc voilà, autour de ces 2 sujets de transformation, on accompagne, comme le dit très bien Rachel dans le film, nos clients autour de, finalement, partant d'une stratégie, essayer d'aligner les systèmes, qu'ils soient d'informatique ou de management, et puis accompagner le changement, qui est quand même l'enjeu principal de tous ces sujets de transformation. Voilà, une quarantaine de collaborateurs à La Réunion, une agence à Maurice depuis 2012. Et là, vous avez donc Arnaud, David et Rachel Toulet. Donc Arnaud qui pilote toute l'activité green à La Réunion et Rachel qui en fait autant ici à Maurice depuis quelques années. Voilà, je pense que j'ai tenu le timing. Merci Mickaël pour l'invitation en tout cas. Merci Yannick pour ces éléments. Donc je précise aussi qu'ils sont venus parce que cet après-midi, on a un événement un peu particulier. On va, pas tout le monde, on ne pourra pas accueillir tout le monde, mais les institutionnels qui pilotent ce programme national d'efficacité énergétique, à la fois l'Union européenne, l'AFD, nous-mêmes, ministères et d'autres partenaires, on va visiter Beachcomber Catering, qui au passage nous a servi le petit-déj. Beachcomber Catering, qui est la première entreprise de Maurice à être certifiée ISO 50001, grâce au programme national d'efficacité énergétique, système de management de l'énergie. Et donc ça a été aussi un accompagnement via l'équipe d'Isodome Maurice durant quelques mois l'année dernière. Rachel, je vais demander de venir me rejoindre. Bonjour à tous. Rachel Toulette, on prononce, c'est ça? Oui, Toulette, voilà. Donc, consultante chez Isodome Maurice, qui nous a aidés, vous avez vu dans la vidéo. Quand on a commencé à discuter ensemble sur ce projet, on s'est dit qu'il fallait quand même avoir un peu d'éléments contexte mauricien sur le secteur transport avant de rentrer vraiment dans les entreprises. Et j'insiste bien, c'est un projet pilote. On l'a dit dans la vidéo, je le redis ici. On l'a dit beaucoup aussi avec les entreprises qui ont voulu rentrer dans la démarche. On voulait comprendre les choses et on pouvait très bien avoir des résultats qui n'allaient pas satisfaire totalement les entreprises, mais qui auraient pu, nous, au niveau macro, pouvoir nous donner de l'information pour après entamer des discussions sur d'autres sujets avec l'État ou d'autres partenaires. Donc, je te laisse d'abord peut-être présenter cette partie contexte mauricien, secteur énergétique et secteur transport. Normalement, voilà. C'était juste pour rappeler, mais la vidéo l'a fait, donc on a eu 9 participants, excusez-moi. Le groupe UBP qui s'est décliné en Gros Caillou, Dry Mix, Espace Maison. Et donc après, Panagora, Rosier Transport, Motoco, Velogic, Arkemix. Donc, quand on a commencé ce projet, on a en effet discuté avec Mickaël et l'important était un peu de faire ressortir certains éléments de contexte. Donc, les 6 entreprises qu'on a accompagnées ont une bonne connaissance de ces différents graphiques parce qu'on en a reparlé plusieurs fois. Donc, déjà, à Maurice, on a un mix énergétique de 85-15, donc on a une forte dépendance sur les énergies fossiles et on voit donc que le secteur du transport représente 53% de l'énergie consommée, donc de cette énergie fossile. Ensuite, donc, de ce secteur du transport, on a 69% de l'énergie consommée qui provient uniquement du transport routier. Je pense que vous êtes tous bien informés, bien aware de ça. C'est qu'à Maurice, on a un parc automobile qui devient de plus en plus important. En 10 ans, il a augmenté d'environ 50%. On a fini l'année avec 531 000 véhicules immatriculés sur nos routes. Et donc, on a en termes de carburant, une utilisation du diesel et de l'essence, donc qui représente environ 14 milliards de roupies, avec une infime partie d'utilisation de GPL. Voilà, donc
le dernier graphique donc, qui démontre l'évolution de notre parc automobile depuis ces 10 dernières années, avec une grande partie de voitures qui sont immatriculées. Donc, on a un contexte du transport à l'île Maurice. Quand on parle d'utilisation d'énergie fossile, c'est directement relié à nos émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est quoi? Ce sont des gaz qui sont naturellement présents dans l'atmosphère, mais dont la concentration est augmentée à travers l'activité humaine. Donc, le gaz à effet de serre principal, c'est le CO2 et c'est le gaz qui est issu de la combustion des carburants, donc du diesel et de l'essence. Donc, lorsqu'on a travaillé sur ces éléments de contexte, on a vu que le secteur du transport à Maurice représente 20% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'idée aussi, à la suite du projet, c'était de venir identifier sur nos 6 entreprises qui ont participé au projet pilote, quelle était la part de... 9, pardon. Ouais. Donc, quelle était la part de ces émissions de gaz à effet de serre? Les gaz à effet de serre, donc, ils sont présents naturellement et ce sont les gaz qui sont responsables de réguler la température sur la surface terrestre. On voit donc directement le lien augmentation des gaz à effet de serre, dérèglement en fait, de la température sur la surface terrestre. Alors, donc ça nous permet d'avoir, nous, effectivement, quelques données qu'on pourra recouper dans notre approche, de pouvoir essayer de scale up le projet et de pouvoir amener plus d'entreprises dans la démarche que les 9 présents. Quand on parlait de méthodologie, on a voulu justement essayer de comprendre comment avoir autre axe d'action que sur le conducteur, la formation des conducteurs. C'est là qu'on s'est aperçu que la méthodologie que nous proposait Isodome avec quelque chose d'assez normalisé. France, je crois, pas forcément Europe, mais France, ouais. Qui est normalisée. Donc il y a même un parcours avec des récompenses ou comment on va dire ça, des prix qui sont décernés aux entreprises. Et donc objectif CO2, comment réduire l'impact CO2 du secteur transport, c'est décliné en 4 axes. Donc je vais expliquer rapidement les 4 axes et la méthodologie mise en place dans les 9 entreprises. Alors exactement, donc on s'est basé sur la démarche Objectif CO2, donc qui est un programme qui a été lancé en France il y a quelques années. Donc pour les entreprises de transport, donc transport de passagers et transport de marchandises. Donc il y a environ en France et à l'île de la Réunion 1400 entreprises qui sont engagées. C'est un projet en fait qui donne droit à un label. Donc les entreprises peuvent, c'est comme une certification on va dire. Donc elles mettent en œuvre le diagnostic énergétique transport. Ensuite elles travaillent sur un plan d'action avec des objectifs de réduction des émissions de CO2 et donc en fonction de leurs résultats elles peuvent obtenir le label et donc communiquer sur cette démarche. Donc le projet en effet nous nous sommes basés sur cette démarche en l'adaptant au contexte mauricien bien entendu. Donc c'est une démarche qui s'articule en 4 étapes. Donc la première est la réalisation du diagnostic lui-même. Donc l'idée était de commencer par une réunion de lancement avec les entreprises pour comprendre leur contexte à elles, leur stratégie, leur activité de transport globalement. Et ensuite donc nous avons travaillé avec elles sur un peu un état des lieux de leur activité de transport. Est-ce que c'est si évident que ça d'avoir de la donnée même en entreprise? Niveau macro, on a vu, mais là, niveau entreprise très micro, est-ce que c'est assez bien record, enregistré, ou est-ce qu'il faut vraiment aller chercher Alors, ça dépend. Lorsque l'activité de transport est vraiment l'activité principale de l'entreprise, les données sont disponibles rapidement, le suivi est fait, il y a déjà pas mal d'indicateurs en place. Pour d'autres entreprises, c'est pas forcément aussi évident que ça. Il y a un suivi qui est fait, mais les informations sont un peu éparpillées partout. Elles sont disponibles, mais en effet, il n'y a pas une ressource qui est dédiée au suivi de l'activité de transport, et donc il faut un peu chercher partout pour avoir ces informations.
Donc la deuxième étape consiste à l'évaluation des émissions de CO2. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. On a une consommation de carburant globale pour la flotte de véhicules. Et donc l'idée est de venir calculer quelles sont les émissions de CO2 associées à cette consommation de carburant. Donc nous avons utilisé des facteurs d'émissions de CO2 qui ont été définis par le ministère de l'Environnement à Maurice. Et donc pour les 9 entreprises, nous avons donc ressorti quel est le volume de carburant qui est utilisé sur une période de référence, donc une période de 12 mois. Et ensuite nous avons évalué donc les émissions de CO2 associées. Ensuite, suite à ce diagnostic, donc on avait un peu une photographie de l'état de l'entreprise en termes de consommation et d'émissions. Et donc nous avons travaillé avec les 9 entreprises sur la préparation d'un plan d'action. Donc ce plan d'action, en fait, là nous nous sommes basés sur les actions de la démarche Objectif CO2. Nous avons d'abord travailler avec les entreprises sur leur diagnostic pour voir un peu quels étaient leurs retours. Donc pour certaines entreprises, elles étaient très, très au courant déjà. On ne venait rien leur apprendre, on venait juste un peu formaliser les choses. Pour certaines, elles découvraient un peu quel était l'état des lieux. Et donc nous avons travaillé pendant une journée avec les équipes de ces 9 entreprises sur le plan d'action. Donc, qui s'articule autour de 4 axes, l'axe véhicule, l'axe carburant, l'axe conducteur et l'axe organisation. Donc il y a environ une quarantaine d'actions au total qui sont réparties sur ces 4 axes. Pour l'axe véhicule, on touche vraiment au véhicule lui-même, donc au moteur, à l'optimisation du moteur par rapport aux besoins, aux activités de l'entreprise. On parle de la maintenance, on parle des pneumatiques. Pour l'axe carburant, on touche à des actions autour de carburant alternatif, par exemple, ou à des solutions qui permettent d'améliorer un peu les systèmes de consommation. Au niveau de l'axe conducteur, on touche vraiment aux chauffeurs, aux conducteurs de véhicules, où là, on est sur de la formation, de la sensibilisation. Et sur l'axe organisation, on est plutôt autour de tout ce qui est création des plans de transport ou utilisation d'outils pour améliorer l'organisation et la planification de l'activité. Est-ce qu'il est arrivé qu'ils remettent totalement en cause une solution en disant je réagis très vite, là, biocarburant, et il pourrait très bien nous dire très joli, mais comment je fais à Maurice? Oui, il y a eu quelques solutions en effet où soit c'était pas du tout applicable à Maurice. Du coup, nous on les avait déjà identifiées quand même. Il y a certaines solutions qu'on n'a même pas proposées, sachant que le contexte ne s'y prêtait pas. En effet, oui, par exemple, le biocarburant. Je crois que toutes les entreprises se sont posé la question, est-ce que c'était une solution viable à Maurice? Utilisation de véhicules hybrides, solution très coûteuse à Maurice, pas de retour sur investissement intéressant. Oui, il y a eu des solutions. Alors il y a des solutions qui n'étaient pas du tout appréciées, d'autres qui au contraire étaient plus simples à mettre en œuvre et donc qui ont eu plus de réponses. Alors, je te propose qu'on passe rapidement sur les 3 slides intermédiaires, je crois, parce qu'après on viendra vraiment dans les solutions. Je vais peut-être poser une question un peu rapidement, mais je te laisse juste reprendre sur méthodo du diag et les quelques éléments chiffrés cumulés, parce qu'on n'a pas voulu présenter ici des chiffres individualisés de chaque entreprise, évidemment. Hein, ça apparaîtra plus tard dans une brochure si les entreprises l'acceptent, mais à la fois dans le film et à la fois aujourd'hui dans le breakfast. Donc on va juste parler de chiffres cumulés pour pouvoir donner des ordres de grandeur. Je laisse continuer. Donc notre démarche globalement, on s'est basé sur la route de Deming. Donc on a une démarche qui a adopté la méthode du PDCA. Donc le début de notre intervention nous a permis un peu de vraiment poser le contexte de l'entreprise, comme je vous ai dit, sa stratégie, si elles ont des exigences spécifiques par rapport à leur activité, et de pouvoir un peu situer leur activité de transport par rapport à la démarche, en fait, voir quel était un peu leur niveau de maturité.
Nous avons ensuite travaillé sur des outils que nous avons créés pour la démarche, donc pour nous permettre de travailler sur l'aspect consommation et de réaliser l'état des lieux. L'idée, c'était de créer des tableurs qui peuvent être réutilisés directement par les entreprises ensuite. Donc, on leur remettra tous ces outils, bien entendu. Nous avons ensuite donc évalué les émissions de CO2 et préparé le plan d'action qui lui a été présenté aux entreprises participantes. Et donc, l'idée, c'est qu'ensuite, ce plan d'action, elle puisse se baser dessus, qui priorise les actions en fonction des gains en CO2 potentiels, des investissements que ça demanderait, du retour sur investissement, et donc ensuite qu'ils puissent, dans les prochaines années, évaluer un peu leur niveau. L'évolution. Alors, je tiens le chrono, donc j'avance volontairement. C'est exactement le style d'outils que vous avez pu mettre en place. Ça veut dire que jusqu'à présent, ça dépend de la maturité de l'entreprise, mais donc vous avez des outils qui permettaient de faire du suivi. Là, vous avez vous-même proposé aussi quelques outils qui vont rester en entreprise pour faire l'évolution sur plusieurs années. Et puis nous-mêmes, je pense que ça nous sera intéressant quand on remontera la donnée au niveau de Business Mauritius. Donc là, c'est le type d'outils sur les analyses un peu de force-faiblesse. Voilà, exactement. Plus le diagnostic organisationnel, donc qui nous a permis de situer un peu où les entreprises sont par rapport à la démarche. Avec un niveau de performance. Donc chaque entreprise connaît sa performance, mais ne connaît pas sa performance par rapport aux autres entreprises. Ce sera peut-être intéressant de rassembler les 9 et de peut-être avoir, si tout le monde est d'accord, de faire un affichage cumulé, mais c'est peut-être pas forcément évident quand on est Rosy Transport et quand on est Archemix. On ne parle pas forcément de toute la même activité, évidemment, mais ce sera intéressant d'avoir un petit, ou peut-être même un benchmark avec les sociétés à La Réunion, peut-être. Je te laisse présenter donc rapidement sur les flottes de véhicules, donc 9 entreprises, 740 véhicules. Oui, donc ce sont les données les plus récentes, parce que du coup, c'est vrai que pendant l'étude, on a dû exclure certaines données. Donc 9 entreprises, 740 véhicules en effet considérés. Donc tous les types de véhicules de ces entreprises, des véhicules légers, donc qui représentent surtout les flottes de véhicules de fonction. Donc une flotte assez importante sur ces 9 entreprises. Ensuite, 245 véhicules pour le transport de voyageurs. Donc là, on identifie directement quelles sont les entreprises concernées. Donc ce sont notamment des bus et des cars. 188 véhicules pour le transport de marchandises. Donc là, des camions allant de 3,5 à 60 tonnes, je crois, le plus gros. Et donc, on a dans la flotte 4 véhicules hybrides. Donc l'idée était de venir un peu catégoriser la flotte de véhicules par rapport à la réglementation mauricienne aussi, par rapport à ce que demande la NTA lors de l'immatriculation. Et on voit donc la répartition des carburants, donc avec une grosse majorité de diesel utilisé, qui est assez logique. Donc, nous avons travaillé sur une période de 12 mois, donc ce qu'on appelle la période de référence. Et donc, l'idée était de venir calculer donc, les consommations pour chacune des entreprises sur cette période de référence et aussi donc, le cumul des distances parcourues. L'idée étant d'identifier des groupes de véhicules similaires et aussi donc, quelles sont les consommations et l'utilisation de ces différents groupes de véhicules. Donc on arrive à la conclusion que donc on a 13 925 tonnes de CO2 émis sur une période de 12 mois pour ces 9 entreprises qui représentent 0,3% des émissions associées au secteur du transport à Maurice. Quand je regardais la slide hier soir, j'ai essayé de faire un exercice, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Peut-être qu'on recommencera nous aussi pour vous prouver que les premiers rapports de diagnostic sont tombés fin septembre, début octobre, donc le breakfast arrive juste après. Mais je m'étais dit qu'il faudrait qu'on regarde la part du secteur privé dans les émissions de CO2 liées au secteur transport. Ouais. Et qu'on arrive parce que là on parle sur 9 entreprises, 0,3%. Oui, c'est vraiment c'est tout l'île Maurice, quoi. Tout véhicule confondu. Dans le contexte général. Voilà, exact. Ouais. Et qu'on essaie de définir correctement qu'est-ce que c'est que le périmètre secteur privé dans le transport. 7% d'économie en moyenne, donc je sais on parlait de 5 à 17%, mais 7 en moyenne si on fait le cumul sur les 9 entreprises. Est-ce que ça a été reçu
correctement ou est-ce que je crois que par rapport à la vidéo, on voit qu'on est un peu dans l'ordre de grandeur que les entreprises souhaitaient avoir. Donc, on a une moyenne de 7% d'économie, sachant que par rapport aux actions proposées, certaines seront prises, certaines d'autres non. Certaines actions ne seront prises que sur une partie des flottes, parce que l'idée en fait de la partie du diagnostic était aussi de venir identifier des groupes de véhicules qui sont en jeu pour chacune des entreprises. Donc là où il y a des consommations élevées, là où il y a des émissions de CO2 qui sont élevées, celles qui sont les véhicules qui sont les plus utilisés. Donc on a vraiment une moyenne de 7%, et je pense que c'est vraiment si une partie des actions uniquement sont prises. Donc potentiellement, on peut aller plus loin. D'accord. Donc 11 millions de roupies, quand même pas négligeable, sur les 190 millions de factures énergie à l'année. Quelques mots peut-être sur les pistes d'action, et puis après, je vais passer à l'autre d'intervenants. Mais donc là, vous avez ce que vous avez proposé par rapport au contexte ici et ce qui est proposé dans l'objectif CO2. Exactement. Donc on a identifié donc certaines actions qui pouvaient être mises en œuvre par les entreprises. Donc rien que à travers l'optimisation du moteur et donc de la chaîne cinématique par rapport aux activités de l'entreprise, on peut atteindre jusqu'à 15% d'économie, et à travers l'optimisation et la formalisation d'un plan de maintenance adapté à l'entreprise, on peut atteindre jusqu'à 5% d'économie. Donc sur les solutions reliées au carburant, là on a eu un peu plus de mal en effet par rapport au contexte mauricien, mais donc certaines solutions telles que le stop and start sur des véhicules, ou pour certaines entreprises l'amélioration du suivi des consommations, donc à travers la mise en place d'outils automatisés, donc peuvent amener jusqu'à 7% d'économie de carburant. Sur l'axe conducteur, c'est vrai que là c'est vraiment l'axe le plus simple à mettre en œuvre. Là on touche vraiment à l'humain, donc ça passe par des formations régulières à l'éco-conduite et à la mise en place de systèmes de management de l'éco-conduite. Là on parle un peu de tout ce qui est gestion des indicateurs, vraiment utiliser les indicateurs pour identifier quels sont les axes directement, donc les axes d'amélioration par rapport à la conduite des chauffeurs, en mettant en place des challenges, des objectifs d'amélioration personnalisés. Et là, on a donc potentiellement jusqu'à 7% d'économie potentielle. Et enfin, sur l'axe organisation et management, donc on parle d'utilisation d'outils, donc d'outils pour l'automatisation et l'amélioration du suivi de la flotte de véhicules, donc que ce soit pour la création des plans de transport, de livraison par exemple, pour optimiser les ratios de chargement. Donc on travaille sur des indicateurs de tonnes de CO2 par tonne de produits transportés. Donc l'idée c'est de venir optimiser les ratios pour optimiser ces indicateurs également. Je crois que c'est ça dont on parle, les indicateurs que les entreprises ont commencé à mettre en place, CO2 par rapport à l'euro facturé, des CO2 par rapport aux voyageurs transportés. C'est des choses qui vont permettre de faire un suivi, et puis peut-être, comme je disais, dans un outil de centraliser un peu l'information au niveau de Business Mauritius. Peut-être qu'on pourrait aller vers ce genre d'outils, nous aussi, dans le management. Exactement. Je crois que je raccourcis volontairement pour qu'on puisse avoir un temps avec des questions juste après. Merci Rachel. Je vais profiter de faire un seul bloc avec l'intervention de Sid Sharma, qui va nous parler très rapidement aussi d'un sous-comité qu'on a mis en place au niveau de Business Mauritius, parce qu'il y a peut-être 3 points dont il va parler qui vont être des questions pour vous. Donc autant qu'on les prenne maintenant, et après on passera un petit temps de questions-réponses. Merci Rachel. Je vais reprendre le micro. Sid, bonjour. Merci Michael. Qu'est-ce que c'est que cette commission développement durable inclusif de Business Mauritius, et qu'est-ce que c'est que ce sous-comité transition énergétique, low carbon emission? Avant que je parle un peu de notre sous-comité, j'aimerais saluer justement l'équipe de Isodome pour le travail qu'ils ont accompli. Nous avons participé dans ce programme, et quand j'entends Mme Toulet dire qu'on peut save 7% sur la facture de diesel, je suis extrêmement enchanté.
Parce que je dépense à peu près, pour chaque roupie que je perçois, je paye 25 sous pour ma facture de diesel. Alors, en termes du comité, ça marche pas. En termes du comité, je dois dire que dans le contexte du développement durable, il y a plein d'opportunités. Je crois quand tu as parlé de servir de la Réunion comme bench, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'opportunités et mon comité se focalise à formuler des stratégies qui bénéficieront tous les membres de Business Mauritius. Alors, je vais passer plutôt sur 4 recommandations principaux qu'on a fait. La première se situe au niveau du grade du carburant qu'on utilise à Maurice. On est toujours à importer du 45 ppm à Maurice. On pense que le taux du soufre est trop élevé. Il faut le ramener à 15 ppm. Parce que Mme Toulet a mentionné, je crois, 521 000 véhicules dans le parc automobile aujourd'hui. Alors, quand vous faites la corrélation avec le taux d'émission, ça va, c'est pas linéaire, hein, c'est exponentiel. Et quand vous voyez le taux de pollution dans les villages et tout, je crois qu'il faut faire quelque chose. It's a call for action. Deuxième point que nous avons recommandé se situe au niveau de normes en ce qui s'agit des moteurs de diesel. Aujourd'hui, il n'y a pas de normes. Hein. Les gens peuvent importer des moteurs véhicules commerciaux à Euro 0 et c'est un problème. Alors, notre comité, Eric, qui est là, on veut mettre un minimum et on préconise peut-être pour l'import des véhicules neufs, pour les véhicules commerciaux, d'aller sur Euro 3 au moins. Troisièmement, on voudrait l'élaboration d'un cadre légal pour pouvoir soutenir l'implémentation des réseaux de chargement pour les véhicules électriques. Toujours basant sur votre présentation, 53%, c'est énorme en termes de consommation énergétique pour le transport en général. Et quand on regarde les avancées technologiques qu'il y a eu dans le domaine des véhicules électriques, c'est fantastique. Moi, je vais en Chine chaque année. Et 3 ans de cela, j'étais à Shanghai, on pouvait à peine respirer. J'emmène toujours mon masque quand je vais. Mais surprise, on a fait la visite en septembre, on pouvait même voir les étoiles et la lune. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont été agressifs sur la décarbonisation de leur parc automobile. Les véhicules de transport public qui ont des moteurs thermiques sont bannis maintenant. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et quatrièmement, c'est au niveau, on veut proposer à la CEB d'assouplir le schéma de SSDG et MSDG. Je crois que c'est trop complexe, c'est décourageant. Et we hope, avec ton appui, on va pouvoir faire quelque chose. Voilà, ça résume un peu le travail qu'on a effectué au niveau du comité. J'ajoute que le comité fait partie d'une commission, donc Sustainability and Inclusive Growth, présidée par Philippe Espitailler-Noël, avec des volontaires, des GM, des CEO qui viennent volontairement, régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, donner de leur temps pour donner une stratégie à Business Mauritius. Et puis nous, l'équipe interne, on prend ça et on va essayer de concrétiser en mettant des opérations en place. Et donc, il y a ce sous-comité aussi préside avec des volontaires également. Je précise que ça reste volontaire et que les gens contribuent en partageant les idées et en essayant de faire avancer les choses. Et bien évidemment, on pourra vous donner plus d'informations si vous voulez, juste après, même aller voir mon collègue d'Aden qui est juste à la porte là-bas et qui pourra vous donner plus d'informations sur les commissions, les sous-comités. Donc c'est des recommandations les 4 recommandations dont il a parlé, c'est des recommandations qu'on a mis dans le mémorandum budgétaire de Business Mauritius à l'État cette année. Des choses qui ont été reçues, d'autres pas reçues. Ça a l'air un peu compliqué de vouloir faire changer l'importation de carburant, enfin le type d'importation de carburant, puisque ça dépend directement de la STC et de l'État dans le choix stratégique et d'appel d'offres. Mais mettre en place les normes sur les moteurs
Je pense qu'on pourrait avoir une écoute à un moment donné et pouvoir travailler davantage. Je vous passe juste cette slide sur la partie véhicules électriques. Il faut savoir que dans le budget, c'est pas forcément apparu très clairement, mais dans le budget de l'État, il y a 2 millions de roupies pour une étude sur les véhicules électriques à Maurice, dans le budget du ministère de l'Énergie, Service public. Et donc on a un steering committee présidé par Dr Sunaran lui-même au MIPU, avec les équipes de l'IMO, et dans ce steering committee, CEB, Marena, infrastructure, environnement, finance, industrie et l'université, et puis donc la commission de l'océan Indien et Business Mauritius aussi dans ce steering committee pour piloter l'étude. Donc il y a les 3 axes que vous voyez, mais l'idée c'est vraiment la volonté du ministre, c'est ce qui a été annoncé au Parlement, c'est d'avoir un roadmap sur les véhicules électriques à 10 ans. Donc l'étude n'est pas encore démarrée, ils sont en phase de recrutement de l'expert. On pense qu'au trimestre 2019, on aura un démarrage et puis avoir des résultats avant le prochain budget, puisque le roadmap doit intervenir avant le prochain. Donc pour vous dire que ça existe, il y a un financement pour ça, et puis nous on compte aussi intervenir en tant que Business Mauritius, d'une part sur le steering committee, mais aussi parce que j'ajoute une information que pour ceux qui ont bénéficié jusqu'à présent de la ligne de crédit Sunref de l'Agence française de développement à travers les banques mauriciennes, AFD, Banque mauricienne, MCB, SBM, l'AFD jusqu'à présent n'a pas financé de projet de véhicules électriques. Parce que se pose une question de la recharge, se pose une question de est-ce que c'est un vrai projet green derrière. Mais donc dans Sunref 3, la ligne de crédit Sunref 3 qui s'est ouverte au début du mois avec les banques, nous on intervient en tant que Business Mauritius comme assistance technique formelle. Donc les banques gèrent la partie financière, nous on gère la partie assistance technique. Et on a une volonté avec l'AFD, c'est de travailler sur est-ce qu'on accepte les véhicules électriques, est-ce que ça se finance dans la ligne de crédit ou pas. Donc c'est une vraie réflexion qu'on va mener là dans les prochains mois. En plus de cette étude, on a aussi en interne Business Mauritius du financement, de l'expertise à travers l'AFD pour aller plus loin. Donc, et on l'a déjà notifié d'ailleurs au ministère pour leur dire si ces 2 millions c'est un début, nous on peut aussi venir mettre un peu d'argent grâce à AFD, Union Européenne pour aller plus loin. Je propose d'avoir une session peut-être questions-réponses sur ce qu'a présenté Isodome, ce qu'a parlé Sid jusqu'à maintenant. Et peut-être aussi une interaction avec Daden sur un projet pilote qu'on pourrait avoir rapidement. Mais je préfère avoir vos réactions si vous en avez, ou les entreprises participantes. Je ne les ai pas dit très précisément qu'elles auraient pu intervenir, mais évidemment, si vous avez une remarque, une proposition d'aller plus loin dans ce projet. Merci Michael. Audrey Lettement du groupe Rogers. J'ai vu également dans l'évaluation d'Isodome que la partie véhicule privé était énorme. Est-ce qu'on va se proposer de faire quelque chose également dessus? Je parle plus de la commission. Pour essayer. Alors, combien d'entre nous là sommes venus dans une voiture seule? Levez la main. Oui. Faudrait peut-être s'occuper de ça. Il y a trop de voitures, mais trop de gens seuls dans une voiture. Bon, on n'a pas eu Uber, mais quelque chose de permettant aux gens de mutualiser les transports, ça pourrait peut-être donner un coup de main. C'est juste une idée. Je ne suis pas cette quantité-là dans le transport, mais bon, ça m'intéresse vraiment de faire une différence sur le CO2. Bonjour, je suis Rahiro. Je félicite la première présentation qui a été faite par... Je m'excuse, je n'ai pas mémorisé le nom de la dame. Félicitations. Mais est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette présentation? C'est sur le site web de Business Mauritius. Et deuxième question, la liaison faire marcher les voitures à l'électricité. C'est pas évident la réduction des CO2 parce que la CEB dépend des IPP qui marchent au charbon. Peut-être qu'il faut penser à des moyens de recharge qui utilisent uniquement le solaire pendant le jour, quelque chose comme ça. Sinon, on se tient une balle dans le pied, quoi. Alors je réponds à la première question, oui, sur le site web pne.mu. On a peut-être un souci technique en ce moment, il faut que je revoie avec l'hébergeur du site web, mais aussi bien toute la communication du PN2E 2015, 16, 17, les breakfasts de l'année dernière, toutes les présentations, et donc tous les brochures, etc., sont sur le site web. Celle-ci date d'aujourd'hui, donc le temps pour nous d'aller la charger, mais ça sera sur le site web pnee.mu.
Donc je pense qu'il y a un souci technique ces jours-ci, le temps de résoudre. Voilà. Sur la première réaction, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à... Je suis tout à fait d'accord avec Audrey. Hein. Il faut que ça s'arrête. Je crois quand on regarde de Phoenix vers Port-Louis, 60% des véhicules sont avec une seule personne. Moi, avec mon bâton de pèlerin, je suis en train de convaincre les gens de venir sur le transport public. Mais c'est clair, il y a beaucoup de chemin à faire. Hein. Le projet métro, c'est un projet quand même contentieux. Tout le monde a sa propre opinion. Mais je pense que c'est quand même un levier. Il faut un paradigm shift. On ne peut pas continuer de cette manière. Hein. Je crois, les chiffres qu'on a vus, il y a plein de devises qui partent. Hein. Il faut voir comment rendre le transport public plus accessible, plus agréable. Il y a une approche holistique aussi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y aura le métro, il y a les bus, les taxis. Et il faut aussi voir les concepts comme ride-sharing. Hein. Alors, je vois déjà une émergence des entrepreneurs qui viennent avec des apps sympas. Il y a du chemin à faire. Et je crois que what would be interesting, c'est comme un body comme Business Mauritius pouvait channel et rendre un peu plus cohérent tous les différentes initiatives qui se font un peu en isolation. Hein. Challenge pris. Je voulais juste par rapport à la question sur le rechargement. Tu veux peut-être intervenir, Daden, par rapport au rechargement, parce que c'est bon. C'est bon. C'est l'action dont parlait Sid, la quatrième action. On veut davantage interagir avec le CEB sur le SSDG, enfin les schemes qui existent actuellement, que ce soit pour particuliers que pour les entreprises industrielles, hôtelières, etc., de pouvoir installer des parcs photovoltaïques et que ces dispositifs, parce qu'il faut un raccordement, il faut un contrat, et on ne parle même pas de vente, hein, on parle juste de pouvoir installer, consommer, peut-être plugger un véhicule, on ne parle pas de vente au CEB, on parle juste vraiment sur l'entreprise. Donc il y a des schemes comme cela qui apparaissent avec des périodes définies, qui fait qu'un badge d'entreprise peut rentrer, ou un badge de particulier peut rentrer, mais ce n'est pas permanent. Donc on aimerait pouvoir avoir plus de visibilité sur ce secteur, véhicules électriques, green recharge avec le système photovoltaïque. Ça fait partie de notre quatrième action qu'on exerce avec le lobby via notre voisin, le CEB. Évidemment, c'est pris en considération, même si je pense, là c'est mon avis purement technique, je pense que j'aurais, moi, aucun problème de recharger mon véhicule électrique le soir entre 22h à 5h du matin, quand le CEB est en train de tourner pour rien, parce qu'il faut qu'il tourne quand même, quoi. Les machines tournantes tournent, et ça tourne, et donc au lieu que ce soit de l'énergie peut-être perdue un peu en début de ligne, ça rentre dans mon véhicule électrique. Je crois qu'il y a des études, il y avait un colloque, un séminaire fait par la Commission de l'océan Indien en mai, on voyait des études faites à La Réunion, où mon véhicule diesel, si je le roule que sur le diesel ou que je l'ai rechargé sur le grid, même fossile, le grid fossile la nuit, c'est la même chose. C'est quasiment la même chose en émissions CO2. Donc je me dis, jusqu'à un certain seuil, il ne faut pas faire non plus les 500 000 véhicules faire recharger la nuit. Mais peut-être jusqu'à 1000, 2000, 3000 véhicules, on pourrait commencer à tester rien qu'en rechargeant la nuit sur le réseau CEB, puisque encore une fois, je le répète, c'est des machines tournantes qui doivent continuer à tourner la nuit. Je prends deux réactions et après je te donnerai quand même sur la partie projet pilote interne. D'abord Panagora, puis je te... Ah, bon. Kamlej de la Marina. Merci Michael. C'est juste parce que c'était sur le même point et c'est des points, c'est des réactions qu'on entend à maintes reprises dans les journaux ou même les voitures électriques, c'est parce que le CIB c'est principalement carbone et tout. Mais il faut vraiment nuancer le débat parce que par unité d'énergie, une voiture électrique, ça fait plus de kilomètres parce qu'il y a aussi le rechargement en descente ou en freinage et tout. Donc par unité d'énergie déjà, on a plus de kilomètres et il n'y a pas de gaspillage au niveau de son et tout, et thermique. Donc il faut vraiment comprendre que par unité d'énergie, que ce soit carbone ou pas, on a plus de kilomètres qu'une voiture fossile. Premier point. Deuxième point, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un point, ce n'est pas qu'à 100% de réseau vert qu'on aura les voitures électriques. Il y aura un point de bascule et ce qu'on a mis dans le comité, c'est qu'il y a un point de bascule. Bon, là, on est à
20%, grosso modo, d'énergie renouvelable. Il y aura un point de bascule, ça peut être 25-30%, il faut calculer, où déjà on est gagnant. Mais nous, les calculs grossiers qu'on a déjà fait au niveau de Marina, et il faut que, je ne sais pas s'il y a un représentant de Lille ici, mais il y avait des données qu'on devait échanger et tout. On pense déjà une voiture électrique à l'île Maurice, on ne se tire pas des balles dans les pieds, hein, on a déjà moins d'émissions. Donc le débat, il faut vraiment nuancer. Et d'autres arguments un peu genre ils sont silencieux, les gens, il y aura plus d'accidents et tout. Déjà, je ne pense pas qu'il faut aller dans des faux débats. Il faut vraiment comprendre les nuances et aller de l'avant avec un esprit très ouvert sur le débat de la voiture électrique. Bon, je ne vais pas trop prendre de temps sur ça, mais je suis disponible après pour rediscuter plus amplement. Merci. Merci Kamlesh. Monsieur de Panagora. Ouais. Oui, bonjour, donc Cédric Largès de Panagora. Donc juste un commentaire par rapport aux chiffres présentés. 500 000 véhicules représentant la totalité donc, du coût du transport. Je pense que ça serait peut-être intéressant de cibler un petit peu plus. Si on prend la loi Pareto-Law, on peut dire que 20% des utilisateurs représenteraient 80% du coût. Donc dans les 500 000, on ne sait pas quel est le coût du transport. Il y a bien moins de véhicules de transport, mais quel est l'impact du transport? Comme c'est non négligeable et 7% obtenus, donc cibler peut-être ces 20% qui représenteraient 80% donc de l'impact et aller un peu plus en détail et élargir le programme pour justement avoir un quick win, je dirais. C'est noté. Merci. Est-ce que j'ai raté quelqu'un, professeur? Je vais parler un peu plus sur ce que Charmant a dit. Il y a 9 ans de cela, j'avais proposé, avec une étude à l'Université de Maurice, d'avoir le transport gratuit pour tout le monde. Si on fait ce calcul, le gouvernement ne donnera pas le transport, comment ça s'appelle ça, le transport, oui, rembourser le transport, mais c'est le transport gratuit pour tout le monde. On a fait les calculs. On voit qu'avec une mise en place pour quelques 500 à 1000 bus, ça va devenir rentable en moins de 3 années. Donc, c'est une étude qu'on a faite à l'université, mais malheureusement, c'était resté dans les tiroirs. Mais peut-être il faut revoir. C'était il y a 9 ans, c'est ça? Non. Maintenant, vous êtes CEO de Marina, ça peut-être essayer d'évoluer. Alors... Je donne la priorité à monsieur, puis je voudrais juste être un petit peu plus terre à terre, mis à part les chiffres qu'on a sur tout ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant. Je fais partie d'une société qui gère les transports au niveau de la sucrerie aujourd'hui, qui est assez important en ce moment. Et là où je remarque que le bas blesse vraiment chez nous, c'est que nos chauffeurs qui conduisent nos véhicules, quel que soit le véhicule qu'on leur donnera aujourd'hui, ils ne sont pas formés pour déjà avoir ce type de véhicule-là. Et donc, puisqu'on parle de partenariat avec la Réunion, avec la France et tout, pourquoi on ne s'inspire pas de ces pays-là pour avoir des vraies écoles de formation pour ces chauffeurs qui aujourd'hui font partie, qui sont les acteurs de tout ce qu'on parle, quoi. Merci pour votre remarque terre à terre, comme vous dites. C'est bien noté et je vous propose de vous répondre dans les 5 prochaines minutes aussi, par rapport à la formation, par rapport avec notre relation éventuellement avec la Réunion, puisque j'ai une collègue qui va vous présenter aussi un projet lié aussi à la formation des chauffeurs. Parce qu'on voudrait effectivement... c'est un résultat qui apparaît, l'éco-conduite, et donc de voir comment on pourrait nous reprendre ça aussi au niveau de Business Mauritius. 5 minutes et on vous répond. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Oui, on parle d'augmentation du réseau de transport, de faire le transport public devenir gratuit, les autobus. Mais il y a aussi tout un aspect de management de cette flotte qu'on ne maîtrise pas à l'île Maurice. Tous ceux qui sont allés, disons, à Stockholm, dans les villes canadiennes, ils voient la manière professionnelle dont les réseaux d'autobus sont gérés. On peut, disons,
il y a un bus stop à 100 mètres de chez moi, je connais à quelle heure un bus va arriver. Il y a tout cet aspect qu'on doit aussi maîtriser. Ça permet de lancer le débat. Tu permets de moi, que je réponde? oui. I've got a direct interest there. Prendre un café. Non, question très pertinente. Hein? Mais écoutez, Stockholm, ils ont quand même 100 ans d'avance sur nous. Il faut être réaliste, mais je crois qu'on est dans une bonne mouvance. Je peux vous dire que moi, je suis un investisseur dans le Urban Terminal de Victoria. Hein? Et c'est vraiment un grand changement qui va venir. On est en train on va commencer à construire à partir de février une gare moderne qui va fonctionner sur le principe de drop and pick. Alors, dans cette gare-là, on aura 22 baies et on va pouvoir desservir 650 autobus et chaque bus aura un créneau. 30 secondes pour déposer les gens, 1 minute pour prendre. C'est un peu malheureux. Bon, peut-être c'est un commentaire un peu suicidaire pour moi, mais je crois que la régulation et le régulateur n'ont pas suivi, n'ont pas évolué avec le temps. Hein? Mais avec le métro qui va venir, il faut changer de logique maintenant. On ne peut pas opérer dans une situation où un bus démarre quand le bus est rempli avec les passagers. D'ailleurs, dans le plan qui va être débattu avec les autorités, il faudrait que tout soit synchronisé. L'heure d'arrivée des trains, l'heure d'arrivée des bus, pour que tout marche correctement. So, we're not yet like Stockholm, but we've started the process. Ça, je peux vous assurer. J'ai une dernière question avant de te laisser reprendre ta place et poser la question à Daden. Ton collègue Vimal l'a mis dans la vidéo. Donc, dans quelques mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, mais 2 bus électriques au niveau de Rosy Transport. Peut-être nous en dire plus. Est-ce que c'était simple, pas simple? Non, très très compliqué. Hein? Oui, il faut être prêt, surtout quand vous êtes dans un secteur comme le transport, de monter des montagnes. Hein? On est un peu habitué. Mais cette fois, ça a été un peu plus facile d'escalader grâce à Business Mauritius. Finalement, la NTA nous a donné le permis pour importer les bus électriques. On a un projet pilote. On a déjà passé notre commande. Et nous avons 2 bus de 30 places qui vont venir. Les moteurs ont une spécification de 100 kW. Et pour pouvoir alimenter ces bus, on aura besoin d'un charging station avec une capacité de 140 kW peak, qui équivaut à 400 panneaux. Alors nous sommes dans le processus de sélectionner le EPC contractor, mais ce n'est pas avant mars qu'on pourra mettre tout en place. Mais déjà, c'est compliqué. On a une flotte de à peu près 90 bus. On ne va pas pouvoir mettre tous ces panneaux-là. Il y a une réflexion à faire comment implémenter des charging stations et comment attaquer ce problème de la vente de l'électricité par des tiers. On aura peut-être l'occasion encore de refaire d'autres breakfasts jusqu'à la fin de l'année ou l'année prochaine pour rediscuter de ce sujet. Peut-être même de faire un breakfast dans le bus autour des bennes. Ça peut être pas mal. Daden, si tu veux bien, je veux bien te demander de te rapprocher ici. Je vais te poser une question simple, précise. J'étais la semaine dernière chez le groupe Rogers. Je partageais un moment avec eux, avec leurs leaders, dans un sommet qu'ils ont organisé. Et là, il y avait une question qui disait est-ce qu'il n'y aurait pas un business case sur, au lieu de donner des transports allowance, de pouvoir commencer à rentrer dans véhicules électriques et green recharge avec les employés dans un groupe? Absolument. Daden est notre collègue à Business Mauritius, pardon. Voilà, Daden Venkatasamy de Business Mauritius aussi. Je coordonne toutes les commissions au niveau de BM. La question est pertinente et à la fois on a commencé à travailler dessus. Certains ici sont au courant qu'on a commencé à travailler dessus. La question est venue tout simplement et on s'est dit
est-ce que effectivement, au lieu de payer un transport allowance à des staffs qui ont des voitures de société, est-ce qu'on pourrait, en réduisant ce transport allowance, encourager l'achat de voitures électriques et ensuite mettre du chargement solaire dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a un modèle qui tient la route? On a fait des calculs préliminaires, mais c'est à valider par les fournisseurs de panneaux, les fournisseurs de batteries. On a discuté, on a partagé les calculs avec pas mal de personnes, mais c'est à valider au cas par cas. Donc moi, personnellement, j'ai fait un premier petit chiffrage pour voir qu'est-ce que l'État aussi aurait à gagner en termes de facture d'import d'essence. Et le modèle tient la route sur un retour sur investissement à 7 ans. Donc au-delà de 7 ans, votre installation est déjà installée. Donc ça va être que rentable au-delà de 7 ans, avec des paramètres forcément à prendre en compte. Et je pense qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, la rentabilité devient encore plus rapide. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc ceux qui veulent lancer cela ou se mettre dans un petit pilote pour éventuellement essayer, je vous invite à contacter Michael ou moi-même et on va commencer à travailler dessus. Donc ça, c'est un premier pilote. Le deuxième pilote au niveau du sous-comité, c'est aussi de mettre en place un réseau de... Parce que bon, vous avez aujourd'hui une 60aine de véhicules électriques à Maurice, full électrique, 60. Vous avez à peu près 7000 véhicules hybrides. Ça veut bien dire que les Mauriciens sont prêts à faire l'économie d'énergie, à basculer, sont sensibles peut-être au côté environnemental, donc ils veulent changer, mais l'hybride donne le confort de si je ne sais pas où me charger, je peux encore rouler. Donc le range anxiety est là, c'est le risque de tomber en panne sur un véhicule full électrique est encore là dans la tête des gens parce qu'il n'y a pas assez de points de chargement. Donc l'idée, c'est de monter un pilote corporate, de trouver 5-6 entreprises qui seraient prêtes à investir dans des véhicules électriques avec un espèce d'accord de chargement entre eux. Parce que, attention, vous n'avez pas le droit de vendre de l'électricité, sauf si vous vous appelez CEB. Vous n'avez pas encore le droit. Donc l'idée, c'est d'avoir un accord entre quelques entreprises, que si je suis tout près de tomber en panne, je sais que j'ai des points de chargement tout à fait gratuits entre nous. On se met d'accord, 5-6 entreprises. Groupe de préférence avec des points séparés. Donc voilà 2 pilotes où nous on est prêt à lancer, à avoir des entreprises intéressées. Un, flotte corporate avec des personnes qui pourraient se charger dans la journée entre nous. Et deuxième, convertir des flottes d'entreprises de véhicules privés, c'est la question d'Audrey, il y a plein de voitures qui roulent seules avec une personne. Au moins basculer ça sur du chargement solaire par les entreprises dans la journée. Voilà les 2 pilotes sur lesquels on a commencé à travailler. Et avec Eric aussi, on a commencé à travailler sur le côté un réseau de pilotes de corporate pour les véhicules électriques. Voilà, ça c'est dans le pipeline. Donc s'il y a des volontaires parmi vous, on prend les noms. Why not, hein, à voir. On va faire un parking. Je ne sais pas si les panneaux solaires tiennent sur le toit tel qu'il est aujourd'hui, mais on verra. On se lancera sans problème quand on aura fini. Il y a un grand projet de rénovation, d'agrandissement, rénovation du bâtiment. Mais on se lancera évidemment. On ne peut pas faire du Sunref sans nous-mêmes être exemplaires. Je prends volontairement pas de commentaires, mais si vous en avez, je les garde parce qu'il nous reste à peu près 5-10 minutes pour parler pour que notre collègue Mitra vous parle de son projet. Et à partir de là, si vous avez des commentaires, c'est ce que vient de dire Daden, on reprend juste après. Mais donc, Mitra, assise ou debout comme tu veux, pour nous parler d'un projet qu'on a mis en place au début de l'année avec Business Mauritius, Buros. Je vais juste afficher ce que c'est et je te laisse déjà commencer à expliquer. Bonjour tout le monde, Mitra Lachmoudou, HR exécutive à Business Mauritius. Peut-être que vous le savez déjà, Buros a été lancé au mois de mars 2018 suite à la campagne nationale National Road Safety Campaign sous le PMO's Office. Buros, c'est pour Business Road Safety et ça a pour but de prévenir les risques routiers professionnels. Buros a pour tâche principale de promouvoir la sécurité routière au sein des entreprises mauriciennes ainsi que la sécurité de leurs employés. En somme, c'est un programme d'éducation et de sensibilisation en direction de l'ensemble des entreprises du secteur des affaires pour encourager ces sociétés à prendre des mesures
nécessaires afin de prévenir les risques routiers. Le programme BUROS s'appuie sur la charte de prévention des risques routiers qui a été élaborée par les autorités mauriciennes. L'invitation a été lancée aux 1200 membres de Business Mauritius et on a eu un retour assez positif à ce jour. Comment ça se passe? Les entreprises sont invitées à désigner un champion côté sécurité dans leur entreprise et suite à cela, il y a une formation qui a lieu régulièrement où on forme ces champions à apprendre les techniques d'intervention pour mesurer comment la sécurité pour les entreprises, pour leurs employés, ça doit se faire. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Infrastructures publiques et du Transport. À ce jour, comme vous le savez peut-être, on a 124 tués sur nos routes. C'est un chiffre alarmant et la démarche BUROS doit marquer le début d'un vaste mouvement de mobilisation et de prise de conscience afin d'améliorer la sécurité routière à Maurice. BUROS se décline à terme en 3 volets. Une proposition de protocole à adopter en entreprise pour ceux qui prennent le volant dans le cadre des missions qu'ils effectuent. Un volet de recherche et de développement pour apporter des contributions au cadre systémique régulant le secteur. Suite aux formations qu'on a, il y a des recommandations qui seront mises de l'avant et qu'on va proposer dans le budget de l'année prochaine. Des communications régulières sur la prévention des risques routiers liés au monde des entreprises. Il y a aussi un protocole qu'on a développé qui comprend 5 pôles d'intervention. L'implémentation et des mesures concrètes générant de bonnes pratiques afin de prévenir les risques routiers. La vérification de l'état du véhicule. L'optimisation de l'état physique et de la concentration du conducteur. La planification des déplacements, comme on en a parlé un petit peu plus tôt. Les bons réflexes à avoir en cas d'accident. Et l'année prochaine, on vient aussi sur un programme de formation, comme on a mentionné pour les chauffeurs en entreprise, les bonnes techniques à adopter. Il y aura aussi des formations sur le defensive driving. Peut-être nous tous, nous conduisons des voitures, de nouvelles techniques sur la mode défensive. Aussi pour les piétons, le vélo et les motos, entre autres. À ce jour, les champions apprennent à faire un diagnostic de la présente situation dans leur entreprise en termes de personnel, de trajet, de parc logistique, entre autres, à évaluer le coût des accidents, le coût direct lié aux entreprises, à évaluer les risques, que ce soit pour l'entreprise ainsi qu'au niveau individuel. Donc ça, c'est pour le projet BUROS. Toujours dans le cadre de la sécurité routière, Business Mauritius, cette année, pour la première fois, on va organiser un Road Safety Awareness Day. Ça va avoir lieu au mois de novembre, le mercredi 14 novembre, de 9h à midi. Et on vous invite à participer dans ce programme. Ça va avoir lieu ici, à Business Mauritius. Et les participants bénéficieront d'explications précises par les représentants des forces de l'ordre sur les récents amendements à la Road Traffic Act, les conseils de bonnes pratiques à appliquer dans le cadre de ces déplacements ou encore de bons gestes à effectuer en cas d'accident de la route, les first aid, les post-crash assistance qu'on peut donner. Il y aura aussi des activités parallèles ici à Business Mauritius comme la voiture tonneau et aussi le NeuroCalm qui est un assesseur de stress quand on est au volant d'une voiture. Nous espérons vous voir tous et si jamais vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les entreprises qui ne se sont pas encore enregistrées au projet BUROS, on vous conseille fortement de le faire. N'hésitez pas à nous contacter ici à Business Mauritius où il y a le mail adresse directement à BUROS. Voilà. Merci Mitra. Donc, ça répond en partie à votre question, mais on tâchera aussi, nous, de reprendre le retour d'expérience qu'on a sur l'efficacité énergétique, éco-conduite, éco-driving, pour essayer de reconnecter aussi cette partie de... Parce que c'est lié effectivement à safety et de la façon dont on va conduire. Donc, pour ajouter probablement ou créer un cursus plus spécifique sur ce volet. Ouais.
il y a un coût pour entrer dans le projet, je ne sais plus. Pour le projet, pour la formation des champions, non. C'est tout à fait. C'est une formation qu'on donne avec le ministère des Infrastructures publiques, notamment avec M. Daniel Raymond. Il vient et on forme les champions en entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait gratuit et on encourage les membres à venir s'inscrire pour ce projet. Il y a le diagnostic qu'on fait pour les entreprises, pour évaluer combien d'accidents il y a eu dans l'entreprise, le coût direct et indirect. Et après, ces champions, ils seront amenés à effectuer des formations pour le personnel aussi et peut-être à former d'autres entreprises. Mais sinon, pour tout ce qui est formation, qu'on parle de piétons, vélos, motos, chauffeurs, heavy vehicles, tout ça, évidemment, ça aura un coût. Et on pense... on recherche l'aval du HRDC là-dessus, mais on reviendra vers vous dans ce sens. Sinon, avant de conclure, pour résumer, le projet Buros, qu'est-ce que ça comprend? L'accident est trop souvent vu comme une erreur de l'usager. L'inattention, la fatigue ou la vitesse. L'accident est en fait la conséquence d'une combinaison de facteurs humains, techniques et circonstanciels. Pour prévenir les risques routiers professionnels, Business Mauritius lance Buros, Business Road Safety, un programme d'éducation et de sensibilisation en direction de l'ensemble des entreprises du secteur des affaires. Pour ce faire, Business Mauritius a élaboré un plan d'action qui se déclinera à terme en 3 volets. Un protocole à adopter en entreprise pour ceux qui se déplacent, soit dans le cadre des trajets, soit dans le cadre des missions qu'ils effectuent. Le protocole comprend 5 pôles d'intervention portant sur la vérification de l'état du véhicule, de l'optimisation de l'état physique et de la concentration du conducteur, de la planification des déplacements, et les bons réflexes à avoir en cas d'accident. Un volet de recherche et de développement est également prévu pour adopter des contributions au cadre systématique régulant le secteur. Des communications régulières seront mises en œuvre sur la prévention des risques routiers liés au monde de l'entreprise. Business Mauritius a donc invité ses 1200 membres à se rejoindre à Buros. Vous souhaitez faire partie de ce vaste mouvement de mobilisation à travers le programme Buros? Contactez-nous au 466-3600 ou buros@businessmauritius.org. Merci. Je vous propose, si vous avez des questions par rapport au Buros ou même les sujets qu'on a discutés juste avant, on peut toujours les prendre. À vous d'intervenir si vous souhaitez, où les informations sont claires, nettes, tout est précis. Non, on vient de terminer le projet pilote avec les 9 entreprises sur ce volet efficacité énergétique en 4 axes qui recoupe un peu quand même les 5 interventions aux chauffeurs, planification, état du véhicule, ou enfin flotte et véhicule et camion, carburant. Il va falloir tenir cet après-midi après. Donc carburant. Et donc effectivement, nous l'idée c'est de se dire maintenant comment on ramène probablement une seule dynamique, parce que Buros a été lancé aussi depuis le début de l'année, on a 15 entreprises et on cherche à entraîner d'autres, et peut-être connecter, c'est-à-dire, je l'ai dit, objectif CO2, c'est quelque chose qui donne une valorisation à l'entreprise, qui valorise ses efforts. Donc on pourrait penser à un programme un peu national comme ça, sous Business Mauritius, où toutes les entreprises sont engagées dans le road safety, mais aussi à la réduction des émissions CO2, avec des champions qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc on va travailler là-dessus. Très bonne remarque. Oui, Audrey. Toujours dans la formation, si c'est pas aussi mélangé avec une formation MIT et HRDC, de manière à former de futurs conducteurs ou employés hospitaliers. Évidemment, on est en train de travailler sur le format.
Oui, oui, tout à fait. C'est un plan qu'on travaille, qu'on est en train de développer pour 2019. Merci. Bon. Donc je vais clôturer ici, puisqu'il restera toujours peut-être, si vous voulez, 20 minutes, une demi-heure pour le networking et le petit déj toujours à disposition. J'aime bien terminer par là, et Audrey sera peut-être pas très contente, mais j'aime bien essayer de mettre un point d'ouverture, et peut-être qu'on pourra en discuter quand vous reviendrez. Le mois prochain, vendredi 30 novembre, on a un breakfast ici sur l'efficacité énergétique et secteur PME, donc les entreprises vraiment assez... des petites et moyennes entreprises qui ont participé, il y en a 11, et on fera la même chose avec les auditeurs qui ont travaillé là-dessus le vendredi 30 novembre, ici, pareil, donc 8h30, 10h30. Et puis, donc, je fais juste un petit bémol, parce que comme ça permettra d'ouvrir la discussion aussi, et on pourra en partager. Je l'ai dit vendredi dernier, c'est-à-dire le lobby mondial est allé vers les véhicules électriques et les batteries recharge, etc. Vous verrez, on a sorti une newsletter il y a peut-être 3 mois où on montait aussi que le lobby de véhicules hydrogène voulait se positionner. En fait, à la COP23 à Marrakech, il y a presque un an, un peu plus d'un an, le Hydrogen Council avait fait un lobby pour intervenir, pour dire nous aussi on veut être dedans. La transition énergétique, c'est pas juste des véhicules électriques, mais la technologie hydrogène peut aussi fonctionner correctement. Quand on sait que les véhicules électriques, c'est à la fois dans la transition des énergies renouvelables, dans la transition des batteries qui doit évoluer, dans la révolution numérique, parce que toute la technologie qu'il faudra mettre en place, tous les smartphones et tout ce qui va tourner autour du numérique demande énormément de matériaux rares, mais énormément. Donc on dit que en fait, le pays qui réussira le plus la transition énergétique, c'est le pays qui aura eu la guerre des matériaux rares. Très, très simplement. Vous pouvez voir des articles là-dessus, la face cachée de la transition énergétique. Et donc, c'est toujours bien d'aller vers, d'un point de vue environnemental, le véhicule électrique, d'un point de vue, climat. Voilà, le mot est plus simple, le véhicule électrique climat, puisque certes, on n'a pas d'émissions larges si on pense bien le circuit des véhicules électriques, mais d'un point de vue environnemental, la question se pose. De savoir comment on fait, comment on approvisionne les batteries, les métaux rares, les carrières, le travail forcé, le travail des enfants. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en balance. Et donc c'est pour vous ouvrir la discussion et aussi donc vous montrer qu'il faudra vraiment penser la chose de façon partenariale, public, privé, société civile, parce qu'il y a un vrai enjeu sur l'approvisionnement des métaux rares, dans la transition énergétique, dans la transition numérique. Voilà. Je vous laisse avec ça. À très bientôt. Merci à vous.